Initiative Expat, le podcast des expatriés engagés. Ces 6 derniers mois, nous avons parcouru ensemble le monde pour mettre en lumière des projets portés par nos compatriotes à l'étranger. Retrouvez les meilleurs moments de cette aventure. Bonne écoute. Et à la rentrée, nous continuerons à vous faire découvrir d'autres initiatives d'expat. C'est en Allemagne que vous emmène aujourd'hui Initiative Expat pour rejoindre Florence Bellendi, une des cofondatrices de l'association La Ruche Munich. Florence, bonjour. Bonjour Jérémy. J'ai vu sur votre site, les mots entraide, convivialité, ouverture et bienveillance reviennent assez souvent. Ce sont des valeurs apparemment importantes pour votre structure et vous venez d'ailleurs de les partager. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement quelles activités sont proposées? Tout à fait. Donc, on a aussi 150 membres, un nombre qui augmente chaque année. On a démarré, on avait 35. Donc, depuis 6 ans, on est ravis, malgré le flux des francophones qui sur Munich. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose des activités rencontres networking qui sont donc des interviews de femmes et de leur parcours inspirant, des ateliers formatifs et collaboratifs, un pôle accompagnement professionnel avec du mentorat et un groupe emploi, puis un pôle entreprendre duquel jaillissent de nouvelles collaborations entre les entrepreneuses. Et notamment, 2 entrepreneuses de La Ruche ont créé le Forum du développement durable. Justement, Florence, parmi les activités que vous organisez, vous avez soumis au staff un projet intitulé « Promouvoir le leadership des femmes dans le monde du développement durable ». Alors, je rappelle juste à nos auditeurs, le staff, c'est un programme de subvention français destiné à soutenir des associations ou des initiatives impliquant nos compatriotes à l'étranger. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'action qui lie donc leadership, femmes et développement durable? Et je ne sais pas pourquoi, Florence, mais je trouve que cette action, elle vous ressemble. J'ai été à BMW pendant 10 ans, mais j'ai quitté BMW. Je suis partie dans une green tech norvégienne qui fait de l'électrification des voitures électriques. Donc évidemment, il y a 2 mois dans ce projet, puis je porte en fait depuis avec La Ruche les valeurs de l'éco-responsabilité. Donc ça, c'était aussi en plus des valeurs que vous avez nommées avant. On a vraiment un projet précis avec une date d'ailleurs que je n'ai pas encore donnée. Donc le Forum du développement durable, c'est le samedi 25 octobre à Munich. Donc, pour ceux qui peuvent, venez. Bon, le 25 octobre à Munich, on viendra peut-être vous voir, ou en tout cas faire un compte-rendu, un débrief, comme on dit en très mauvais français, avec vous. Oui. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur l'océan Indien, où se trouve notre invité pour lesfrançais.press, Marc Boulnois, président de Planète France Madagascar. Marc, bonjour. Bonjour. Vous animez une association qui s'appelle Planète France Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette structure? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, Planète France Madagascar, c'est une association qui a été créée en 2017, donc il y a un peu plus de 8 ans, et qui en fait propose aux Français ou aux Malgaches de les soutenir en cas de difficultés administratives. C'est-à-dire que on peut rencontrer dans nos parcours ou dans les recherches que l'on fait des difficultés, soit avec une administration publique. Alors ici, en particulier avec le consulat, ou avec des administrations privées. Ça peut être des banques qui sont situées en France. Donc tout problème avec une administration privée ou publique française, on peut accompagner la personne à trouver des solutions, à essayer de résoudre ces problèmes. Dans le cadre des activités de Planète France-Madagascar, vous avez déposé un dossier auprès du dispositif STAFF, qui, je le rappelle, est un programme qui soutient financièrement les associations françaises à l'étranger. Votre projet s'intitule Café Citoyen et prévoit aussi la création d'un espace d'entraide administrative pour les Français à l'étranger. Qu'est-ce qui va apporter de plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Alors, on avait eu déjà un staff il y a 2 ans, 2023, je crois, sur une problématique qui était l'accès informatique. En fait, vous savez, l'administration se digitalise à grande vitesse, et les citoyens, alors que ce soit à Madagascar, mais je pense aussi en France, les citoyens ont aussi ces difficultés d'accès, même de connaissance de ce genre de dispositif. Et donc, on avait eu un financement déjà sur l'appui et l'aide sur la question de la digitalisation. Donc, on avait eu un premier KLODC et à ce moment-là, on s'était aperçu que les gens appréciaient qu'il y ait un lieu
physiques sur lesquels ils puissent s'accrocher, ils puissent venir. Parce que c'est vrai que l'accès, si on cite le consulat ou même d'autres administrations, est pas forcément évident ou facile. Il faut passer un certain nombre de sécurité, etc. Et donc l'aspect de convivialité, d'avoir un lieu de convivial ici sur Tana, nous est paru évident. Et donc la subvention va nous aider et nous aide là, vu qu'on a eu le financement dernièrement, nous aide à investir dans un espace qui soit accueillant, agréable. Direction Montréal aujourd'hui où se trouve mon invité pour les Français.press, Sabine Montpierre, la présidente fondatrice de l'association L'Arbre Voyageur. Bonjour Sabine. Bonjour Jérémy. Vous avez organisé avec le staff le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger, un des événements qui était le salon de la formation et de l'industrie culinaire de l'Outre-mer. Là, on est vraiment dans le culturel, dans le culinaire, dans ce qui fait la spécificité aussi de des Antilles. Vous avez bénéficié de cette aide. Quel était le but de cet événement? C'était de faire découvrir, de fédérer, de rassembler, un petit peu tout ça? Ben oui, en fait, cet événement-là venait répondre à trois besoins. Un, être un espace dans lequel les personnes qualifiées dans la communauté antillaise, dans le secteur alimentaire, agroalimentaire et culinaire, puissent se rencontrer et découvrir non seulement des entreprises déjà existantes d'Antillais qui font partie, qui contribuent à l'économie du pays dans ce domaine-là, d'entendre leur parcours, d'entendre aussi les recommandations qu'ils auraient à donner, parce qu'entreprendre n'est pas non plus facile, hein. C'est important de comprendre quand je veux entreprendre dans ce secteur-là, mais à quoi je vais être exposé, mais c'est quoi aussi les recours, les moyens pour pouvoir optimiser la mission de mon entreprise. L'autre chose, c'est que ce salon venait aussi donner de l'information sur les programmes de formation existants dans ce secteur-là. Donc, le secteur, bien sûr, alimentaire, que ce soit la boucherie, que ce soit la pâtisserie, la boulangerie, dans le culinaire, bien sûr, parce que on a des personnes qui qui sont membres chez nous, qui ont des qualifications en France, mais encore une fois, c'est important de savoir que il faut que nos diplômes soient reconnus sur le territoire. Donc, il y a comme un processus d'évaluation comparative de nos diplômes obtenus en France pour voir à quoi ça correspond dans le système au Québec. Direction le Liechtenstein aujourd'hui, on part ensemble à Vaduz pour retrouver Maximilien Marxer, le président de l'association Bonaparte. Maximilien, bonjour. Bonjour. Alors, avocat et notaire, et vous présidez également l'association Bonaparte. Et même si vous l'expliquez sur votre site internet, je ne peux m'empêcher de vous demander, Maximilien, pourquoi ce nom Bonaparte pour votre organisation? Parce qu'il faut savoir d'où on vient et que connaître notre histoire pour savoir où on va. Et le Liechtenstein peut être reconnaissant à Napoléon Bonaparte de lui avoir donné sa souveraineté et son indépendance. Et donc, du coup, c'était un petit clin d'œil à cette histoire. C'était un des projets que vous avez mis à votre programmation cette année. Il y en a un autre, soutenu également par le staff, qui s'appelle les petits philos. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors oui, on a, ça vient d'une opportunité qu'on a d'avoir parmi nos enseignantes de français pour les enfants, une prof de philo francophone. Elle est suisse de Genève, mais elle habite au Liechtenstein. Elle est prof de philo. Et donc Mélanie Sarzano qui donc a proposé de développer cette activité pour les Français et de partir sur des concepts philosophiques avec les enfants sur le mensonge, la vérité, la tolérance, etc. Et puis et ça leur a bien plu et on s'est dit si on faisait un petit cycle extra de cours de philo pour les enfants. Et puis ça vient aussi d'un autre fait, c'était un petit peu aussi un besoin parce qu'on a bénéficié pendant 5 ans de la subvention Flamme et au bout de 5 ans cette subvention déjà chaque année se réduit, au bout de 5 ans elle s'arrête, sauf que nous l'activité elle continue et effectivement des fois
pour rester compétitif avec les autres activités qui sont proposées aux enfants, on peut pas proposer des tarifs trop exorbitants. Donc sur le concept de cours de philo pour les enfants, etc., on va pouvoir continuer à faire cette activité avec eux pendant quelques temps. Bon, message envoyé à l'Éducation nationale. Pourquoi attendre la terminale pour donner des cours de philo à des ados et à des enfants? Ça a bien fonctionné, j'imagine. Ils ont adoré ça. Direction la Croatie, la ville de Zagreb, pour retrouver Florence Nigron-Dautovic, la présidente de l'association Un Autre Monde. Florence, bonjour. Bonjour Jérémy. Eh bien, écoutez, Bienvenue à Zagreb. Merci beaucoup. On va parler un peu de vous, un peu de Zagreb, de l'association que vous animez et du projet que vous organisez avec le soutien du STAV, je le rappelle, qui est le soutien au tissu associatif des Français à l'étranger. Mais pour commencer, Florence, moi je suis très curieux et nos auditeurs aussi, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'en Croatie, au départ d'Aix-en-Provence, je crois? Voilà, je suis née à Aix-en-Provence. Enfin, j'ai vécu un petit peu partout en France avant de prendre l'envol donc avec en fait une association humanitaire qui s'appelait Enfants réfugiés du monde en 93 au moment de l'explosion, on va dire, de l'ex-Yougoslavie. Donc voilà, je suis venue ici et puis pendant 2 ans, donc j'ai travaillé dans cette association, 24 heures sur 24, on peut dire presque. Ouais, j'imagine. Ouais. Et puis je suis tombée amoureuse, voilà. J'ai embauché, on va dire, un psychologue pour travailler avec les enfants dans les camps et puis voilà. Et puis du coup, je suis restée avec lui. Ensemble, on a 2 enfants et demi, on va dire, parce que lui, il en avait déjà une. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est français et qu'on est dans un pays non francophone? Et très souvent, on essaie de s'occuper de langue française. Au-delà de la subvention, de l'apport financier, c'était important d'avoir une certaine reconnaissance de l'État français, finalement, avec le STAV. Quand ils viennent vous financer, c'est aussi une sorte de label de votre projet. C'est important pour vous? Exactement, c'est important. Déjà, c'est important financièrement parce que c'est des projets qu'un autre monde n'est absolument pas capable de réaliser sans une aide de l'État, enfin une aide à côté, quoi. Ça, c'est évident. Et puis, je pense que c'est important pour notre association qui n'a pas que le but d'apprendre la langue, mais justement la culture et les valeurs qui vont autour. Et puis, effectivement, c'est important que ce soit de l'aide de l'État parce que ça donne une garantie. Initiative Expat s'arrête aujourd'hui en Belgique. C'est en effet à Bruxelles que vit notre invitée du jour, Patricia Pedelabat. Bonjour Patricia. Bonjour Jérémy. Qu'est-ce que vous proposez comme activité justement pour attirer à la fois les Gascons puis ceux qui aiment cette région? Alors des activités gastronomiques, ça je crois que ça réunit tout le monde, la gastronomie, la convivialité, des activités culturelles. Grâce à l'association, nous avons fait énormément de visites guidées qui nous ont permis, moi ce que je ressens, qui nous ont permis de nous intégrer en Belgique, puisqu'on a découvert tout un tas de choses que peut-être des Belges ne prennent pas le temps de visiter, et des activités sportives comme la pétanque, quand il y a des Coupes du Monde de rugby, voilà, se réunir pour regarder les matchs de rugby. Justement, s'il y en avait une sur les derniers mois, quel est le moment phare des Gascons de Belgique? Ce que vous avez vraiment envie de partager avec nos auditeurs? On a fait une pétanque, on a privatisé un boulodrome pour faire une pétanque et donc c'était vraiment sympathique parce que ça a permis à des gens de découvrir l'association, de passer une après-midi conviviale. On parle pétanque, tout le monde connaît. On parle d'Artagnan, tout le monde connaît. Le STAV, je rappelle, qui est le programme de soutien au tissu associatif des Français de l'étranger. On voit dans l'Initiative Expat un certain nombre d'associations qui ont bénéficié de cette aide. Est-ce que vous, lorsque vous avez monté le dossier STAV, ça vous a paru complexe? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être facilitées ou... C'était un peu complexe parce qu'on n'a pas l'habitude de monter ce genre de dossier, mais j'avoue qu'on a été extrêmement bien soutenu par le consulat qui a répondu à toutes nos questions, même si c'était complexe d'un premier abord. On a eu tout le soutien nécessaire. Ça peut paraître complexe quand on n'a jamais monté de dossier financier, puisqu'effectivement, il faut prévoir des mois à l'avance, monter un budget, savoir combien on va dépenser. Donc oui, ça peut paraître un peu difficile, mais encore une fois, on a été très très bien soutenus par le consulat et donc on les en remercie parce que voilà, ils nous ont aidés tout au long du processus. Aujourd'hui, Initiative Expat part à Dubaï avec 2 invités en même temps, Martin Trocky et Geoffrey Buntel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
2 expatriés à Dubaï, je le disais, ils ont créé un institut des Français de l'étranger, que vous pouvez retrouver sur ife-institut.org. Leur slogan est « Le meilleur du monde pour inspirer la France ». À quoi sert cet institut? On va en parler. Vous avez créé donc cet institut des Français de l'étranger, dont on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à le mettre en place? Ce qui nous a motivés, c'est d'abord le sentiment que les Français de l'étranger n'étaient pas suffisamment utilisés. On considère que les Français de l'étranger sont un formidable atout pour la France, 3 millions 5 de Français de l'étranger qui occupent des positions très diverses, évidemment, dans les pays dans lesquels ils vivent, mais beaucoup sont exposés à des choses très intéressantes qui peuvent se passer dans les pays où ils résident. Et on voit vraiment dans les Français de l'étranger une espèce d'avant-garde, si vous voulez, un peu comme la francophonie, si vous voulez, c'est un levier d'influence qui n'est pas utilisé. Et malheureusement, le discours à l'égard des Français de l'étranger est souvent un discours un petit peu caricatural, parfois un peu matiné de clientélisme, où on n'autorise pas toujours les Français de l'étranger à contribuer au débat public national d'une façon pleine et entière. Martin, quelles sont les principales activités proposées par l'Institut des Français de l'étranger? Qu'est-ce qui fait son originalité par rapport à d'autres think tanks? Alors, l'angle qu'on a pris, c'est de se dire qu'il y a des millions de Français dans beaucoup de pays. D'ailleurs, on est apparemment la diaspora mondiale la plus présente dans un nombre le plus important de pays. Et qu'en fait, la France c'est toujours considéré un peu comme le phare du monde, donc on ne recevait d'inspiration de personne. Et Geoffroy et moi qui vivions aussi aux Émirats, on est dans un pays dans lequel le benchmark était à la base. C'est-à-dire que les Émirats ont défini leur stratégie en copiant assez largement ce qui s'est passé à Singapour et dans d'autres pays. Et on s'est dit que la France, n'étant pas nécessairement le phare du monde uniquement comme on le voyait avant, on aurait pu s'inspirer de ce qui se passait ailleurs. Donc, ce que fait l'IFE, c'est on fait des benchmarks de politique publique internationale. Donc, on regarde sur certains indicateurs les pays qui fonctionnent potentiellement mieux que la France ou qui ont redressé la barre. Toutes les informations sur ife-institut.org. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux.